Bienvenue dans Normand et Doctorant, le podcast qui explore la recherche des doctorants normands. Je suis Raphaël, doctorant en écophysiologie végétale, et je serai votre guide dans l'exploration du monde de la recherche normande. Dans ce voyage, j'aurai la chance d'être accompagné par Chloé et Mathilde, toutes deux doctorantes en géographie physique. Alors, si vous vous êtes déjà demandé ce qu'est une thèse, à quoi cela peut bien servir, et si vous avez toujours eu envie de découvrir les coulisses de la recherche, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, nous vous emmènerons rencontrer des doctorants qui, chacun dans leur domaine, repoussent les frontières de la connaissance. De l'histoire à la biologie marine, en passant par le sport ou la physique nucléaire, tout y passera. Bien évidemment, ici, tout ne tournera pas autour de formules mathématiques, d'atomes ou de textes de loi. Nos jeunes chercheuses et chercheurs viendront raconter leurs histoires personnelles et les défis qu'ils ont rencontrés dans leur quête de savoir. Si vous êtes curieux de découvrir ce qui se cache derrière les lourdes portes des laboratoires de recherche, abonnez-vous dès maintenant à Normand et Doctorant. Eh bien, bonjour. Salut. Salut Chloé. Vous allez bien? De bon matin? Ça pique. Un peu trop tôt. Ouais. Première fois qu'on enregistre le matin. Et dernière fois. Eh bien, aujourd'hui, on va se plonger dans un monde fascinant, la microbiologie. Donc, la microbiologie, c'est l'étude des êtres vivants microscopiques, comme les bactéries, les virus ou encore les champignons, et leur interaction avec l'environnement. En d'autres termes, ça commence bien. C'est une science à l'échelle du minuscule, mais dont les enjeux sont immenses, notamment dans la lutte contre les maladies. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invité. Salut Fabien. Salut. Fabien, toi tu travailles sur une problématique essentielle, la recherche autour des antibiotiques. Donc on va un peu voir tout ça aujourd'hui. Alors comment ça va? Comme on est quel jour? Mardi matin? Mercredi. Pardon. 9h. Non, 6h, pardon. C'est toujours trop tôt. Non, ça va très bien. Et vous? Bah ça va, Tranquille. On rentre pile dans la saison où ta thématique va être purement d'actualité. Petite goutonnée, petit rhume, petite grippe. Petit Petite antibiotique. Petit antibiotique. Tout à fait. J'ai une petite question avant de passer au lourd. On a l'habitude de poser cette question à tous nos invités. Si tu devais te présenter à des inconnus sans parler du doctorat, qu'est-ce que tu dirais? Je me présenterai comme Fabien Perrier, j'ai 25 ans. Je suis quelqu'un de très basique, je dirais. Voilà, j'aime bien le sport, la musique. Et c'est tout, je dirais. Tu pratiques quoi comme sport? Course, muscu. Bienvenue au club des runners. J'ai même basket, donc voilà. On peut te mettre en contact avec d'anciens invités si tu veux perdurer dans la course. Voilà. Et une petite dernière question pour mieux te connaître. Quel type d'élève étais-tu à l'école? Alors, j'ai eu deux phases, on va dire. Il y a eu collège-lycée où tout m'intéressait pas, je pense, comme la plupart des gens. Et du coup, on se reposait sur ses acquis. Ouais, Et classique. après... Putain, mais pas moi. Désolée, j'adore l'école. Elle était parfaite, Mathilde, c'est ça le problème. Et après, il y a eu les études sup. Et vu que j'adorais la biologie déjà au lycée, du coup, ça s'est très bien passé dès la licence, vu que il y a quasiment que des matières que j'aimais bien. Donc Ok. après, ça allait tout seul. Ouais, ok. Tu resserres le focus uniquement sur les trucs qui t'intéressent. Ouais, Finalement. voilà, C'est quand même un brin plus agréable. carrément. Ça va avec. Donc Fabien, tu es doctorant au sein du laboratoire CBSA, donc CBSA pour communication bactérienne et stratégie anti-infectieuse. C'est un laboratoire qui se concentre sur des thématiques cruciales dans le domaine de la microbiologie, puisqu'il explore le rôle de la communication bactérienne et des signaux environnementaux dans l'adaptation des bactéries et leur réponse au stress. Et surtout, bien sûr, leur virulence. En d'autres termes, il s'agit de comprendre comment les bactéries interagissent entre elles, mais aussi avec leur environnement pour développer de nouvelles stratégies anti-infectieuses. Dans le cadre de ta thèse, tu t'inscris directement dans ces dynamiques, mais avec un focus particulier, la recherche de nouveaux antibiotiques issus de micro-organismes encore inaccessibles. Si on reprend un peu ton sujet de thèse, il s'intitule « Cultiver l'incultivable à la recherche des antibiotiques de demain ».
Ça fait très scientifique. C'est très stylé comme type de thèse. On a fait un peu un titre putaclic. Ouais. Ouais. On en a vu d'autres, c'était pas ça. 5 lignes. Donc pour mieux comprendre, il faut rappeler que les antibiotiques que nous utilisons proviennent le plus souvent de bactéries ou de champignons microscopiques découverts pour la plupart au cours du XXe siècle. Je suis sûr qu'on a tous déjà eu une petite otite que notre docteur nous a dit de soigner avec de l'amoxicilline par exemple. Et bah ça, c'est un antibiotique. Ces molécules ont révolutionné la médecine, mais leur efficacité est désormais compromise. Les bactéries pathogènes développent des résistances de plus en plus fortes à ces antibiotiques. C'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. L'antibiorésistance est d'ailleurs aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes menaces sur la santé mondiale. En parallèle de cela, le rythme des découvertes des nouveaux antibiotiques a fortement ralenti. C'est ici que ton travail prend tout son sens, puisque parmi les micro-organismes présents dans notre environnement, seuls 1% ont pu être cultivés en laboratoire jusqu'à présent, ce qui signifie donc, par pure soustraction, qu'il reste 99% de cette biodiversité microbienne qui est inexploitable par des méthodes classiques. Et donc, toi, tu vas aller explorer cette énorme réserve de micro-organismes qui pourraient contenir des molécules bioactives inédites, y compris des antibiotiques capables de contrer les bactéries maintenant résistantes. Ainsi, au sein de ton laboratoire, tu utilises des outils permettant de cultiver ces micro-organismes dans leur environnement naturel, mais aussi des techniques pour activer leur potentiel de production de molécules bioactives. Grâce à ces approches, ton objectif est non seulement de découvrir de nouvelles molécules, mais aussi de contribuer au développement de solutions face à l'antibiorésistance. Waouh. C'est un très bon résumé. On a bien fait notre voix Non, ou pas non, très bien. Bien joué. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur le résumé qu'on vient de faire? Non, De façon franchement, très, c'est exactement ça. exhaustive. C'est exactement Putain, mais ça. lançons-nous dans une thèse autre. On va se mettre à la microbiologie en fait. On a tout compris. Mais peut-être, pour rappeler, c'est quoi en fait un antibiotique? Donc, ouais, non, mais c'est bien de le rappeler. Ouais. Donc, un antibiotique, c'est une molécule, c'est une substance chimique qui peut être d'origine biologique, comme tu l'as dit, Raphaël, issue de micro-organismes, ou complètement synthétique, c'est-à-dire synthétisée directement par l'homme. Et c'est des molécules qui vont en fait agir spécifiquement sur les bactéries. Elles vont pas agir sur nos cellules, parce que sinon ce serait un peu bête. C'est pas- Contre-productif. Voilà. Bah, il y en a certains quand même qui peuvent être toxiques, c'est pour ça Ok. qu'on les utilise en dernier recours, mais la plupart n'ont aucune action sur nous, ni sur les virus, c'est très important de le notifier. C'est vraiment spécifique sur les bactéries et ça va généralement intervenir, ça va cibler une partie de la cellule bactérienne, comme par exemple sa paroi ou son ADN, etc. Ok. Et une bactérie, c'est un truc méchant. Non, mais alors, je sais ce que c'est d'idée, mais j'avoue, comme ça, je pourrais une pas. bactérie, du coup, c'est un micro-organisme. Donc, par définition, un micro-organisme, c'est un être vivant Un champignon. qui est microscopique, c'est-à-dire qu'on ne Oui. voit pas à l'œil nu. Du coup, pour ça, on a besoin de microscopes pour les voir. Et alors, il y a les virus, c'est un peu la limite de la définition du micro-organisme parce qu'on ne sait pas si c'est vivant ou c'est inerte. Et donc, une bactérie, c'est un de ces types de micro-organismes qu'on va retrouver partout. Et la plupart ne sont pas pathogènes, donc on ne va pas forcément causer une maladie. Ah Il n'y oui. en a que certaines qui vont causer une maladie, comme par exemple, je pense que les plus connus, c'est Escherichia coli, ou encore le staphylocoque doré, Staphylococcus aureus. Ah, Ok. ouais, on connaît ça. Des trucs pas cool. Des trucs pas vraiment rigolos. Mais voilà, c'est vraiment quelques bactéries qui peuvent causer des maladies. Ok. Et on a beaucoup insisté sur l'antibiorésistance dans l'introduction. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Alors du coup, donc comme disait Raphaël, l'antibiorésistance c'est vraiment un problème majeur aujourd'hui parce qu'en fait, du coup, les bactéries qui vont infecter l'homme ou les animaux par exemple, qui vont causer une infection, l'homme a découvert et développé les antibiotiques pour les tuer, donc pour vraiment pour contrer l'infection. Le problème, c'est que ces bactéries ont évolué. Parce que ça évolue très rapidement, une bactérie, ça se développe, ça se réplique par exemple toutes les 20 minutes. A fait un bébé, entre guillemets, toutes les 20 minutes. C'est horrible. Et en fait, les bactéries ont aussi de l'ADN comme nous, et donc elles vont évoluer, etc.
Et le truc, c'est qu'il y a naturellement des résistances qui vont apparaître, sauf qu'elles vont se propager de plus en plus. Et donc, les bactéries ont des mécanismes de résistance pour se protéger des molécules du coup antibiotiques que, par exemple, les médecins peuvent donner en traitement. Ah, elles sont malines, hein. Et donc ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a une propagation de plus en plus importante par certains mécanismes entre les bactéries de leur gène de résistance. Donc c'est vraiment des mécanismes qui peuvent être transmis. Et il y a des bactéries, du coup, des souches bactériennes, etc., qui commencent en fait à résister à de plus en plus d'antibiotiques qu'on utilise aujourd'hui. Et donc en fait, on commence à avoir des cas, surtout en milieu hospitalier, les médecins vont avoir des cas d'infection où la bactérie qui cause l'infection va résister à quasiment tous les antibiotiques proposés aujourd'hui. Donc on ne peut pas soigner forcément la personne aujourd'hui. Et tu sais s'il y a des facteurs qui ont développé cette antibiorésistance ? Oui, alors du coup, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la campagne en France, les antibiotiques, c'est pas automatique, parce que... C'est votre seule référence. Non, mais c'est très bien, parce que du coup, en soi, il y a beaucoup de pays qui, encore même aujourd'hui, ont utilisé les antibiotiques de différentes manières, pas forcément appropriées. La surconsommation d'antibiotiques, donc ça va être, par exemple, quelqu'un qui va prendre tout seul, sans consulter un médecin, un antibiotique, alors qu'il n'a pas forcément d'infection bactérienne. Ça peut être viral. Il va se dire, tiens, je vais prendre un antibiotique. Et en fait, non, ça va favoriser l'apparition de résistance. Et il y a aussi une application, par exemple, encore aux États-Unis, nous en Europe, c'est interdit, c'est l'utilisation des antibiotiques en tant que facteur de croissance. Parce que les antibiotiques sont aussi, dans le bétail, etc., en agriculture, des facteurs de croissance. Donc en fait, ils utilisent ça dans l'agriculture, etc., pour éviter tout ce qui est aussi infection et en plus l'action de facteurs de croissance. Donc ça met une pression sur les bactéries qui vont évoluer et donc ça va se propager et favoriser l'apparition des résistances. Puis les bétails là, qui sont sous antibiotiques, finalement, quand ils sont abattus, mis en sachet de steak, finalement, on les mange en fait. Et du coup, tu en manges sans le savoir des antibiotiques. Aussi, oui. Il y a une contamination en fait dans l'environnement. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la dissémination de l'antibiorésistance. Mais alors, question complètement naïve, mais les souches bactériennes qu'on va retrouver sur le continent américain, pour prendre un exemple de pays où on traite encore le bétail avec des antibiotiques, ça va pas être les mêmes souches qu'on va retrouver chez nous, donc ça va pas être les mêmes antibiotiques. Donc, alors, ça peut... Alors, du coup, vu qu'avec la mondialisation, il y a eu beaucoup de voyages. Et puis, tout ce qui est exportation de bétail, etc., même en Europe ou dans d'autres continents, vu que les États-Unis sont un peu implantés partout, suffit qu'il y ait une contamination, hop, et ça peut vite se propager. Se propage. Effectivement. Je regardais un docu à ce sujet. Bon, je ne regarde pas tous les jours, c'était vraiment pour J'adore l'antibiotique. Et il mettait en avant le fait qu'on fait beaucoup reposer le fait qu'il y a l'antibiorésistance qui s'est développée à cause du fait que les humains on ait pris beaucoup d'antibiotiques alors que parfois c'était pas nécessaire. Et il disait que du coup on tend à faire beaucoup reposer ce problème sur l'individu alors que ça serait plutôt quand même l'élevage et toutes ces dimensions, ce système agroalimentaire qui aurait vraiment provoqué tout ça. Non, carrément, parce que forcément, à l'échelle de l'individu qui va être malade, qui va prendre un antibiotique, je pense que ça va moins avoir d'impact qu'une quantité d'antibiotiques mis sur les bétails, sur les cultures. Mais les antibiotiques sont accessibles avec une ordonnance ou sans ordonnance ? Question qu'on... Alors, je ne voulais pas dire de bêtises, mais... je crois que si, je pense que si. Alors, est-ce qu'il y en a que non, on peut, mais je pense pas, parce que vu comment c'est réglementé... Après, des fois, tu les gardes en stock, ceux que tu n'as pas trop utilisés. Ça vous, on se rend pas compte. Mais il ne faut pas les utiliser, même. Faut mieux aller voir le médecin, il va faire un diagnostic. Si vous nous écoutez, lâchez cet antibiotique. Repose la plaquette. Et je voyais aussi dans ce super reportage Arte, Arte, qu'il y a tellement du coup des antibiotiques partout autour de nous qu'il y a même certaines personnes qui n'ont jamais pris d'antibiotiques qui ont une sorte d'antibio-résistance. Alors, c'est-à-dire je sais pas comment. C'est là la limite. C'est pas forcément des gens qu'on consommait à balle, quoi. Ils sont déjà assez... parce que des fois, le truc, c'est qu'ils vont, par exemple, je sais pas du tout avoir de problème de santé, ou alors autre
qu'ils vont aller peut-être en milieu hospitalier, par exemple, pour pas du tout une infection bactérienne. Et en fait, potentiellement, la souche résistante va être présente dans le milieu sur du matériel, par exemple chirurgical, contaminé. Et en fait, elle va aller à l'hôpital, se faire soigner pour je ne sais quoi, quelle raison, voilà, et en fait contracter l'infection avec cette souche qui est déjà résistante à pas mal d'antibiotiques. Alors qu'elle n'a pas forcément pris. Pas cool, tu repars avec un truc pas cool. Donc c'est vraiment, même si on ne prend pas d'antibiotiques, on peut maintenant, à cause de la dissémination, avoir contracté des infections avec des souches résistantes. Et ces souches résistantes, je pense qu'on a bien compris que c'était un truc pas cool et que ça pouvait même être un problème à terme. Est-ce que actuellement on a des solutions, soit pour les combattre, soit pour complètement remédier à ce problème d'antibiorésistance? Alors il y a beaucoup d'axes, du coup de stratégies pour lutter contre cette antibiorésistance. Donc des stratégies déjà, ça va être d'hygiène, forcément, de bien se laver les mains, d'avoir les bons gestes pour pas contracter des infections. Il y a aussi donc tout ce qui est prévention, prophylaxie, etc. Et il va y avoir aussi, une fois que l'infection est contractée, du coup des stratégies, soit de découvrir de nouveaux antibiotiques, comme ma thèse, petite pub. Mais il y a aussi des alternatives, d'autres traitements que les antibiotiques qui sont envisagés. Le plus connu, je pense, qui est utilisé depuis un petit moment, en Europe de l'Est surtout, et même en Géorgie, c'est tout ce qui est bactériophages. Les bactériophages, c'est des virus qui vont infecter spécifiquement les bactéries. Donc vraiment, les bactéries ont leur propre virus, et ce serait de potentiellement utiliser ces virus pour les combattre. Il y a d'autres stratégies, comme aussi tout ce qui est probiotique. Des fois, il y a des infections qui se développent parce que c'est dû à une dysbiose, donc c'est-à-dire un déséquilibre de la flore, par exemple la flore intestinale, donc tout ce qui est microbiote. Et on peut aussi, il y a des chercheurs qui développent des anti-pathogénicités ou des anti-virulences, c'est-à-dire avant que la bactérie se dite méchante, parce que toutes les bactéries peuvent être de premier abord gentilles et devenir méchantes. Donc c'est lui dire, calme-toi, ne deviens pas méchante, je ne te tue pas avec un... en fait, je te tue pas, mais... Ah oui, moi je pensais que les probiotiques, ça était juste pour aider à aller aux toilettes. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais sur les bactériophages, donc ces virus spécifiques sur les bactéries, on n'a pas un risque à terme, si on les utilise un peu comme on utilise actuellement les antibiotiques, de redévelopper des résistances et de retomber dans le même Exactement. problème. Mais alors un des arguments de cette stratégie, c'est que les bactériophages sont très très spécifiques des bactéries, contrairement aux antibiotiques. Les antibiotiques ne vont pas faire la différence entre les bactéries. Ok. Grosso modo. Ok. Quand même, mais si on prend un antibiotique, généralement ça va taper aussi les bactéries gentilles de notre microbiote. Oh, les pauvres, alors que les bactériophages peuvent être très spécifiques, voire spécifiques d'une souche. Donc des fois, par exemple, il y a plusieurs. Alors une souche, c'est au sein d'une espèce bactérienne. Donc, par exemple, Staphylococcus aureus, le Staphylococcus aureus, c'est une espèce bactérienne. Et au sein de cette espèce, il y a différentes souches. Et donc un bactériophage pourrait même tuer une seule souche particulière de Staphylococcus. C'est beaucoup plus précis en fait. Voilà, plus précis, mais il y a d'autres désavantages. Voilà. Ok. Et c'est quoi du coup la stratégie là, aujourd'hui de la recherche sur les antibiotiques pour remédier au problème de l'autobiorésistance? L'antibio. Super. 6h du matin, on se rappelle. Donc la recherche globale, c'est ça? Ouais, avant d'aborder spécifiquement la tienne, c'est quoi un peu la strate en ce moment? Eh ben, c'est d'orienter quand même. En fait, il y a l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui en fait a commencé à beaucoup alerter sur ce problème-là. Ouais. Et donc, ils ont surtout, au premier abord, donné une liste des pathogènes les plus problématiques qui causent le plus d'infections et en plus qui ont le plus de résistance aux antibiotiques. Et donc, d'orienter les laboratoires de recherche publics et privés dans trouver des alternatives pour combattre ces pathogènes. Ok. Juste par curiosité, c'est lesquels? J'allais te dire la même chose. La liste des pathogènes. Ouais, alors le plus 3, connu. La plus connue, ça va être Escherichia coli parce que c'est celle qui cause le plus d'infections, notamment des infections urinaires, et qui va résister notamment à beaucoup d'antibiotiques. Okay. Ouais. Le deuxième, je dirais, c'est Staphylococcus aureus. Aussi. Il y a Klebsiella pneumoniae, qui est une bactérie qui est un peu dans la même famille qu'Escherichia coli. On a Acinetobacter baumannii. Ils ont trop des noms, trop mis. C'est des noms latins. Et Pseudomonas aeruginosa.
aussi, qui est très connu pour notamment les connus. Exact. Moi, je la connais comme ça. Et moi, j'avais vu dans le docu Arte aussi, on a peut-être regardé le même que je me suis arrêtée à la 10e minute, mais que c'était la tuberculose en ce moment qui, tu avais plus de mal à soigner et beaucoup de gens meurent de tuberculose parce qu'il y a une antibiorésistance par rapport à ça. Ouais, alors c'est vrai que j'ai oublié la tuberculose qui est même je dirais la première. Ouais, c'est top one. C'est même un peu à part, c'est que. Non, mais c'est vrai que c'est un gros problème parce qu'en fait, elle est un peu différente des autres bactéries. Elle n'est pas dans la même catégorie, on va dire, et même famille, grosso modo, hein, pour vulgariser. Et du coup, oui, il y a vraiment de gros problèmes. Alors, je crois, surtout en Afrique aussi, où ils ont forcément moins accès aussi au traitement, etc., aux soins. Et je dis pas de bêtises, mais ouais, c'est plusieurs millions de morts chaque année dues à la tuberculose. Ça commence à c'est quand même conséquent. Parce qu'elle peut avoir des résistances et en plus de base elle est très résistante naturellement. Ouais. Donc ah oui. Et pour revenir à l'antibiorésistance, justement j'ai découvert ça en me renseignant sur Arte. Et j'ai l'impression pas que mais je sais pas, ça m'a un peu choquée. Enfin, tu vas me dire si peut-être que je suis tombée sur des trucs assez qui étaient beaucoup dans le catastrophisme. Mais j'ai vu qu'aujourd'hui, c'était tellement une problématique importante que ça pouvait être comparé, pour les effets que ça pourrait avoir sur l'humanité, une problématique aussi grave que tout ce qui est changement climatique. Et il y avait des stats assez frappantes. Et je crois qu'ils disaient en 2050, tu aurais... toutes les 3 minutes, quelqu'un qui décède. Oui, exactement. En fait, il y a des stats qui ont été faits par des chercheurs, et notamment sous l'organisation de l'OMS, enfin sur la supervision de l'OMS, où en gros, déjà en 2019, il y avait 1,27 million de morts dans le monde, juste dans l'année, directement dû à cette antibiorésistance, aux infections par des bactéries qui résistent aux antibiotiques. Et il y a eu des estimations qui ont été faites que si on ne trouve pas de stratégie pour lutter contre cette menace, il y aurait 10 millions de morts par an à partir de 2050. Et le truc, c'est que on se dit, bon, les antibiotiques, ça peut soigner les infections, mais ce n'est pas leur seul rôle. Surtout quand on veut opérer des personnes dans les hôpitaux, du coup, quand on veut faire une opération chirurgicale, par exemple, ouvrir le cœur ou je ne sais quoi, forcément, on va pré-traiter par prévention avec ces antibiotiques pour éviter, du coup, de contracter une infection. Donc, en fait, c'est un peu les piliers de la médecine, en fait. Et il a été estimé que juste le développement des antibiotiques au cours du XXe siècle, ça a augmenté notre espérance de vie de 10 à 20 ans. Ok. Donc, quand même. L'OMS dit... Si on ne trouve pas de stratégie, 10 millions de morts. Et en plus, on peut retourner dans une époque un peu moyenâgeuse où en fait, on va pouvoir décéder de la peste, d'une simple infection qui aujourd'hui normalement est banale puisqu'on peut les traiter avec les antibiotiques. Mais pourquoi aujourd'hui c'est difficile de trouver des nouveaux antibiotiques qui permettraient de soigner les anciens bactéries qu'avant on soignait avec des antibiotiques? Non, mais c'est une très bonne question. En fait, les antibiotiques qui sont utilisés en milieu clinique aujourd'hui, c'est des antibiotiques qui ont été découverts du coup majoritairement au cours du XXe siècle. Et en fait, il y a eu un peu un âge d'or, pas de la piraterie, mais du coup des antibiotiques, où en fait, depuis à peu près, le plus connu, c'est Alexander Fleming qui a découvert la pénicilline, qui a été largement utilisée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y a eu un grand chercheur aussi qui s'appelle le professeur Waxman, qui en fait, dans leur labo, ont découvert un peu toutes les autres familles d'antibiotiques. Donc, ils ont permis de développer tout ça. Ils les ont découverts majoritairement à partir de micro-organismes de l'environnement, de la Terre. Et il y en a certains aussi en parallèle qui ont été complètement synthétisés par l'homme, comme les fluoroquinolones, qui sont une grande famille. Bref, pour pas m'éparpiller. Et en fait, ensuite, il y a eu un déclin de la découverte. C'est que les microbiologistes qui ont découvert les antibiotiques à partir de micro-organismes, en fait, recultiver les mêmes micro-organismes de la Terre, parce que on a des techniques de culture en labo qui sont pour ces bactéries. Donc en fait, à chaque fois, ils redécouvraient la pénicilline, la streptomycine, etc. Okay. Et à côté de ça, les chercheurs qui faisaient des antibiotiques complètement synthétiques
n'arrivait plus non plus à faire de nouvelles familles, de nouvelles molécules qui vont vraiment contrer tous les mécanismes de résistance. Parce qu'on peut développer une nouvelle molécule, on découvre une nouvelle, mais les mécanismes de résistance vont quand même résister, les mécanismes de résistance actuels vont quand même résister à cette molécule parce que cette molécule fait partie d'une famille déjà connue, même si c'est une molécule différente. En fait, c'est très classé les trucs. Je viens juste d'avoir un rayon d'intelligence ou... Non, c'est vous mon rayon de soleil. Mais récemment, on a été confronté à un truc plutôt pas trop sympathique qu'on a appelé Covid-19. Exactement. Et j'ai l'impression que d'un point de vue technologique, on a fait avancer certaines choses, notamment pour combattre le Covid-19 avec, je pense, au vaccin à ARN. Est-ce que des technologies semblables, ça pourrait être un des leviers d'amélioration contre ces antibiorésistances, dans le but de peut-être plus facilement focus la souche pathogène en mettant un fragment d'ARN spécifique à cette bactérie, ou pas du tout? Alors oui, c'était une des stratégies que j'ai pas parlé tout à l'heure. Il y a pas mal de recherches de développement de vaccins contre à chaque fois forcément un pathogène. Alors après, ça a toujours ses contraintes aussi. Est-ce qu'il va falloir se faire vacciner pour chaque pathogène potentiel qui pourrait nous infecter? Pareil, il faut les développer, mais après, aujourd'hui, on arrive quand même à développer ces choses-là. Et tout ce que tu disais avec vaccin ARN, alors du coup, vaccin ARN, c'est parce que le SARS-CoV-2, donc le virus qui provoque la Covid-19, c'est un virus ARN. Donc le vaccin, on l'a fait un ARN parce que du coup, ça s'applique bien. Ça semble logique. Il y a un truc avec les ARN aussi contre les bactéries. Après, je pars un peu dans le détail, mais tout ce qui est CRISPR-Cas9, c'est vraiment ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires. Exactement, les ciseaux moléculaires, donc qui pourraient en fait venir un peu découper l'ADN des bactéries et carrément leur enlever leur gène de résistance. C'est un des pour résumer, CRISPR-Cas9, c'est une technologie, une technique qui va cibler l'ADN et qui va permettre d'aller sur des parties précises de l'ADN pour en enlever, par exemple, là, des gènes de virulence ou des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc ça pourrait permettre, à mon avis, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, d'aller directement dans la bactérie, de la rendre plus virulente ou plus résistante, et derrière, que ça soit plus cool. Voilà. Et éviter de la tuer, lui mettre une certaine pression, juste lui dire, tiens, je t'enlève juste ton gène de résistance, hop, et tu m'embêtes plus. Et derrière pénicilline. Ou de virulence, et tu m'embêtes plus. Et parce qu'en introduction, on a parlé de ce mot, et là, je crois pas qu'on est revenu dessus, c'est le mot micro-organisme. Et c'est quoi le lien entre les micro-organismes et les antibiotiques? On en a parlé. Du coup, micro-organismes, c'est vraiment toutes les familles de micro-organismes. Tout va dedans. Donc les bactéries sont un micro-organisme. Oui, les et virus c'est là-dedans aussi. qu'on trouve les futurs antibiotiques de demain. Voilà, en fait, par exemple, la pénicilline, ça a été produit par un champignon microscopique du genre. Alors, c'est tout ce qui est classification du vivant, mais du genre Penicillium. Voilà, ils ne sont pas embêtés. Et pourquoi on n'en connaît que 1%? Tout à l'heure, tu as dit la soustraction 1 - 100. Pourquoi on n'en connaît que 1%? Et pourquoi il y a quand même 99% des micro-organismes qui sont inaccessibles? Voilà. Alors, du coup, au départ, au cours du XXe siècle, on pensait avoir à peu près découvert tous les micro-organismes. Ouais. Et en fait, avec tout ce qui est séquençage de l'ADN, qui s'est développé notamment au début des années 2000, de séquençage haut débit surtout, il y a des chercheurs qui se sont dit, tiens, je vais séquencer l'ADN, parce que tous les êtres vivants ont de l'ADN, ou l'ARN. Ils se sont dit, tiens, je vais séquencer l'ADN présent dans 1 gramme de terre. Et en fait, ils ont, avec des logiciels, etc., ils ont vu que beaucoup de séquences d'ADN n'étaient pas attitrées à des micro-organismes qui sont connus actuellement et cultivables. Donc en fait, ils se sont dit... Ouh là. Donc ils ont estimé le fameux 99% de micro-organismes. On sait qu'ils existent, mais on n'arrive pas à les faire se multiplier en laboratoire. Alors, comment t'expliques le fait qu'on n'y arrive pas, en fait, tout simplement? Est-ce que c'est une limitation technique? Est-ce que c'est technologique? En fait, c'est vraiment... c'est tout simplement un manque de connaissances. On ne sait pas, les chercheurs, quels facteurs, quels paramètres ces micro-organismes ont besoin pour croître en milieu de laboratoire. Ils sont vivants, on sait qu'ils existent dans l'environnement, mais alors,
qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être cultivés en laboratoire, pardon. Quels nutriments ils ont besoin, température, pH, est-ce qu'ils ont besoin d'interaction avec d'autres micro-organismes, est-ce qu'ils ont besoin... voilà. Il y en a certains qui peuvent être en dormance dans l'environnement, parce que l'environnement est un environnement très... c'est un peu la compétition là-dedans entre les micro-organismes, et donc il y en a certains qui vont être en dormance. Voilà, on va dire qu'ils hibernent. Voilà, exactement. Et du coup, ils ne veulent pas se réveiller dans nos labos. Ok. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. On ne sait pas comment les cultiver. Et le développement de l'outil informatique, est-ce que ça pourrait à terme de faire des simulations ou des modèles qui pourraient donner des indications justement sur comment fonctionnent ces bactéries et comment on pourrait les cultiver? Exactement. Là, il y a beaucoup d'études qui sortent actuellement sur l'IA. Okay. Je pense que Chat doit savoir. Ça se trouve, il suffit de lui demander gentiment. Peux-tu répondre à ma thèse, s'il te plaît? Je crois que vraiment cette année, il y a des papiers qui sont sortis où ils sont en train pas forcément de sortir des études sur l'IA et l'incultivabilité des micro-organismes, mais vraiment, ils commencent à avoir un raisonnement de comment l'IA pourrait nous aider à déterminer les paramètres qui nous permettraient isoler les facteurs qui sont limitants. Mais il y a quand même un risque, comme on ne les connaît pas, ces micro-organismes, il y a peut-être un risque, ou peut-être que pas du tout, mais de créer quelque chose qui va nous détruire. Non, mais qui a un risque pour la santé, ou même pour l'environnement, de cultiver ces micro-organismes qui ne sont pas vraiment cultivables, donc il y a peut-être une raison pourquoi ils sont en dormance, tu sais, ça se trouve, ça va réveiller un truc. Non, mais oui, peut-être après, les bactéries pathogènes, aujourd'hui, c'est vraiment une très très faible proportion. Vraiment, je dirais 4 chiffres après la virgule du nombre de bactéries d'espèces qui existent dans le total qu'on connaît. Il n'y en a qu'une infime proportion qui est pathogène. Donc on n'a vraiment pas de chance, je pense, que ces bactéries de l'environnement... Pas de bol. Parce qu'en fait, si elles sont dans l'environnement et qu'elles sont libres, associées à de la terre, etc., elles n'ont pas forcément, je dirais, envie d'infecter l'homme. Après, tout est relatif aussi, parce que chaque individu va avoir un système immunitaire... Oui, plus ou moins. Moi, ce qui fait peur, je trouve, c'est celles qui sont en dormance. On peut pas leur faire confiance. Bizarre celle-là. En dormance, tu vois, elles sont voilà, on les laisse tranquilles. Ouais, faut pas les réveiller, tu vois, c'est un truc. On aimerait bien du coup, mais on n'y arrive pas. Et si on revient sur ta thèse, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais Alors du coup, j'essaye de. Ces micro-organismes. Alors du coup, je me focus principalement sur les producteurs d'antibiotiques, donc découvrir potentiellement de nouveaux producteurs d'antibiotiques qui produisent de nouvelles molécules qu'on pourrait développer et mettre sur le marché. Moi, je suis vraiment à l'étape de découverte et j'essaye de cultiver ces fameux micro-organismes incultivables. Alors, c'est contre-intuitif. On préfère dire non encore cultivés parce que on y arrive quand même. Il y a tous les jours des nouvelles espèces décrites, de nouvelles bactéries. Ah ouais? Ouais, vraiment. Peut-être pas tous les jours. Mais je dirais peut-être une vingtaine par mois quand même. En même temps, sur 99% de choses à découvrir. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser une technique pour cultiver ces micro-organismes en labo. Ok. Et comment tu fais pour trouver les échantillons qui te permettent d'isoler justement ces nouvelles bactéries? Il me semble, j'ai cru entendre des bruits de couloir, qu'il y avait un projet de sciences participatives où un peu chaque personne pouvait envoyer de la terre de son jardin ou ce que vous voulez pour que vous, derrière, vous puissiez un peu analyser et chercher de nouvelles souches. Est-ce que c'est ça le projet à terme ou pas du tout? Alors, ouais, t'es bien renseigné. Non, carrément, on voulait... alors, mon encadrante de thèse, Madame Florie Desriac et Madame Cécile Muller, voulaient... on proposait, en fait, du coup, il y avait un projet de sciences participatives, comme tu l'as dit, où on pouvait gagner une certaine somme pour développer un projet. Et donc, l'idée, c'était de faire participer le grand public, car, en fait, à notre échelle d'individus, pour maximiser les chances de découvrir de nouveaux micro-organismes, c'est vrai que c'est bien de, un peu, on va dire, creuser la Terre partout, ou essayer d'avoir le plus d'environnements divers possible. Parce que si l'environnement est très différent, potentiellement, les êtres vivants qui sont présents dedans peuvent être différents. Et donc, il peut potentiellement avoir des bactéries, des souches qui ne sont pas encore connues et qui produisent peut-être des superbes molécules qui nous intéresseraient. Ok, donc tout le monde peut t'envoyer de la terre.
Alors du coup, on a été en finale, malheureusement, on n'a pas eu le... Ah, on n'a pas eu le- Mais c'est que reporté. Oui, de toute façon, c'est Oui, pas c'est sur vrai. ça que tu te bases pour toi, ta méthode de thèse, Non, de toute que façon, les gens c'était- t'envoient de la Terre. Non. Et du c'était- coup, c'est quoi du coup ta technique pour trouver ces... Ah, on y vient. Ouais. La fameuse technique. Alors du coup, alors c'est pas nous qui l'avons créée, ça s'appelle la puce d'isolement. Alors en anglais, ça veut dire isolation chip. Ah oui. Donc en fait, c'est des Américains, donc les groupes de recherche de Slava Epstein et Kim Lewis, qui en fait se sont dit, ok, on sait qu'il y a plein de micro-organismes dans l'environnement qui ne sont pas cultivables. Ok. Comment je fais pour les cultiver? Et là, ils se sont dit, plutôt que de s'embêter à déterminer quel truc il leur faut, puisqu'elles existent et sont vivantes dans l'environnement, eh ben, pourquoi je ne pourrais pas essayer de les cultiver, non pas en labo, mais dans leur environnement. Donc en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que ils ont été récupérer les cellules de la Terre, par exemple, ils les ont essayé de les dissocier de la Terre, ils les ont mélangés avec de l'agar, donc le milieu solide classique des géloses en laboratoire de microbiologie, et en fait, ils les ont piégés dans cette gélose, dans un dispositif, donc ils les ont mis dans des micro-puits, pour essayer d'avoir une cellule dans chaque puits. Donc il faut imaginer, je sais pas moi, une espèce de plaque avec une centaine de puits, et dans chaque puits, il y a une cellule bactérienne Ok. qui provient de l'environnement. Et en fait, elle est piégée dans l'agar, et ils ont mis des membranes qui sont semi-perméables, c'est-à-dire des membranes qui peuvent laisser passer de l'eau, des nutriments. Donc en fait, la taille des pores, c'est des micropores qui vont avoir une taille inférieure à la taille d'une cellule bactérienne. Donc une bactérie, c'est à peu près 1 à 5 micromètres, donc 10 puissance moins 6, voilà, pour vous imaginer. Donc en fait, c'est de mettre de part et d'autre de ces puits qui sont ouverts en fait en haut et en bas, des membranes semi-perméables. Les cellules sont piégées à l'intérieur et le dispositif en fait, c'est de le remettre à incuber dans la terre où on a été chercher les cellules bactériennes. Et donc en fait, les bactéries ne peuvent pas sortir. Les bactéries de l'environnement ne peuvent pas rentrer dans le dispositif. Ok. Par contre, les nutriments, l'eau, etc., qui est présente dans la solution terre, du peut sol diffuser, peut- exactement. Ah. Et donc, en fait, tout va diffuser et donc tout va leur permettre de croître. Ok. Je pense que j'ai l'image. Et t'as Voilà. pas besoin de gérer des paramètres comme la température, comme le Voilà, pH, exactement. comme, L'eau, l'humidité, etc. Tout est. En fait, je vous ai juste réussi un peu à isoler ces petites bactéries dans leur environnement et et les après, remettre de là où elles viennent. Voilà. vous les récupérez. Et après, on les récupère. Ouais. Alors, du coup, la chose intrigante, c'est que on a besoin quand même de les cultiver en labo après. Ok. Et en fait, ils ont remarqué, ces chercheurs qui ont développé l'isolation chip, en fait, ça va surtout répondre à le facteur d'incultivabilité qui est la dormance, donc la fameuse, les petites cellules qui sont en dormance dans l'environnement, puisque la plupart qui sont du coup endormies vont être réveillées dans ces puits de l'isolation chip, donc dans ces petits puits, ce qui va permettre de initier en fait leur croissance. Et vu qu'elles sont réveillées, et en fait, c'était juste un problème de les réveiller. Ok. Maintenant, une fois qu'elles sont réveillées, et ben en fait, la plupart vont pousser dans des milieux classiques de laboratoire, des milieux de culture. Ok. Ok. Et ils ont découvert un nouveau genre bactérien, donc nouveau genre, nouvelle espèce, et ils ont découvert un nouveau producteur d'antibiotiques, et qui est Ok. très prometteur parce que c'est une nouvelle famille d'antibiotiques, etc. Donc il y a la TXO-bactine ou la clovibactine, par exemple. Ok. Et ça fait combien de temps que ces techniques-là existent? Est-ce que Alors, c'est un truc plutôt moderne ou est-ce que ça fait 25 ans ils essayent de développer Alors, le truc et... C'est leur premier prototype date de 2002, donc on peut Ok. se dire c'est il y a longtemps. Au niveau de la recherche, c'est très Oui. très récent. Ouais. Et l'isolation chip, c'est pour être un peu plus en gros débit, en plus gros débit, c'est 2010. Ok. Donc Ah, c'est c'est quand même récent, très quand même. récent. Oui. Voilà, et c'est de base assez simple d'utilisation, donc c'est pour ça qu'ils l'ont créé. Ils se sont dit en plus c'est simple, donc tout le monde pourrait un peu l'utiliser de Ouais, façon c'est assez facile. adaptable à partout. Voilà, Enfin, exactement. Il n'y a pas forcément besoin de millions de dollars pour le développer. Et du coup, toi, tu fais exactement la même méthode, mais dans la terre de chez nous, quoi. Exactement. La terre on a du créé bocage. nos propres isolation chips parce qu'il n'y a pas de brevet. Ils n'ont pas posé de brevet. Ils ont dit on l'a créé pour la communauté scientifique. Ah, c'est Donc, sympa, ça. C'est super sympa à eux. Et donc on a voulu faire exactement pareil pour essayer d'avoir de nouvelles bactéries de la terre normande. Voilà, j'ai fait surtout des La prélèvements en Normandie. camembert J'en ai fait à Caen, j'en ai fait dans l'Orne, dans l'Eure, dans la Manche. Et Que en Normandie ou ouais, très Ok. chauvin.
Pas de Très chaud. Bretagne. Pas de Bretagne. Si c'était ça la question. Oui, c'était ça la question. Non, désolé les Bretons, mais T'as bien raison. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses en Bretagne, mais c'est dommage. Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu as réussi du coup à trouver à réveiller des micro-organismes dans les sols normands? alors du Est-ce coup, que tu en parles un peu plus de ta méthode et qu'est-ce que tu as trouvé pour l'instant? ouais. Alors pour l'instant, on fait c'est assez long. En fait, déjà rien de faire une seule isolation chips, on les incube 1 mois dans la terre. Ok. Et après, on les laisse pousser encore quelques semaines en labo. Donc, c'est très long. Mais ça vaut le coup. Parce que du coup, on a potentiellement, on a à peu près isolé 400 souches. Et on a, entre guillemets, une dizaine de potentielles nouvelles espèces. Donc ça, il faut encore le prouver, etc. Parce que tout ce qui est technique d'identification des bactéries, il y a tout ce qui est caractérisation de nouvelles espèces, il y a vraiment beaucoup de paramètres à mettre en jeu. Mais au premier abord, on peut avoir une dizaine de nouvelles espèces pour l'instant. Il y en a certaines qui sont actives, donc, c'est-à-dire actives contre des bactéries pathogènes, mais on ne sait toujours pas quel antibiotique c'est. Donc il va falloir le purifier, faire produire, etc. C'est très très long. Déjà connu ou est-ce que c'est Exactement, il faudra voir le plus rapidement possible pour ne pas perdre trop de temps de savoir est-ce que j'ai redécouvert la pénicilline ou Oui, autre merde. chose. Ça, c'est Encore une fois. c'est la grosse problématique du coup de pourquoi on découvre plus de nouveaux antibiotiques, c'est est-ce qu'on retombe sur les mêmes producteurs de mêmes antibiotiques déjà La même connus. chose, en fait. Et tu les chopes où, cette terre? Tu vas voir dans des parcelles agricoles On a essayé de faire un peu différents types de terres, même si on n'est pas du tout, vu qu'on est microbiologiste, on ne fait pas du tout d'écologie, de mesurer les paramètres physico-chimiques des sols. Ouais. Donc en fait, c'était un peu là où j'allais, on va pas se cacher. Et à peu près d'essayer de faire à des périodes différentes, des sols différents, donc dans des champs qui sont pas du tout agricoles ou agricoles. Alors agricole, ça tombe bien, moi, ma famille est une famille d'agriculteurs, donc j'ai eu l'autorisation de prélever de la terre de ma famille. Et voilà, après c'est un petit peu... on en a fait aussi vers tout ce qui est la prairie de Caen. Pour essayer d'avoir un impact anthropique, donc un impact de l'homme qui est, on va dire, moyen, ou carrément de la terre à côté d'un trottoir, etc. Il faut qui a un très fort impact. Faut pas trop des sols trop pollués, hein, non? Oui et non, parce que alors, je pense que c'est bien pour une meilleure biodiversité d'avoir des sols, c'est sûr, par exemple Natura 2000, où il n'y a pas d'impact et c'est préservé au maximum. Mais des sols qui vont avoir des pollutions ou des facteurs de pression de sélection peuvent favoriser d'autres micro-organismes. Et donc potentiellement pourraient avoir des micro-organismes qui ne sont pas dans des... Ça peut favoriser des mutations qui permettent à terme d'avoir de nouveaux molécules antibiotiques. Ouais, exactement. Peut-être des souches qui vont être présentes là et qui en fait vont produire une molécule qu'on n'aurait pas trouvée dans un autre. C'est vraiment... Ok. Et si je vais un peu plus loin, une fois que tu trouves une molécule, entre guillemets, prometteuse, ça se passe comment? C'est quoi le délai pour qu'ensuite ça se développe et que ça devienne potentiellement un antibiotique? Alors, les antibiotiques, c'est super long, même si ils essayent d'accélérer la chose, mais généralement, donc, les médicaments, en général, c'est 10 à 15 ans de développement, que ça soit de sa découverte à sa mise sur le marché. Et vu que nous, par exemple, là, on est juste au point de découvrir de nouveaux antibiotiques, ça peut prendre 2-3 ans avant de découvrir, de savoir si on est une nouvelle molécule. Pardon. Ensuite, pas la bonne tonalité. Il va falloir faire les tests de savoir est-ce qu'elle est intéressante, donc, est-ce qu'elle n'est pas toxique, est-ce qu'elle contre les mécanismes de résistance, est-ce qu'elle a un mécanisme d'action différent, etc. Ensuite, c'est faire appel à des petites et moyennes entreprises qui vont faire des essais précliniques. Donc généralement, c'est sur par exemple des chenilles, ça peut être après sur des souris, etc. Et si c'est très prometteur, qu'il a des super caractéristiques, alors potentiellement les améliorer. Donc ça, c'est tout ce qui est optimisation. Donc ça, c'est souvent des labos de chimie qui vont un peu modifier la molécule pour la rendre plus efficace, à de plus faibles doses, par exemple. Ouais. Parce qu'en plus, en France, même dans le monde, pour qu'on mette un nouvel antibiotique sur le marché, il faut qu'au moins il soit à peu près aussi efficace que ceux actuels.
donc ce qui est un peu dommage. Mais c'est parce qu'en plus, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Donc il faut être sûr pour les entreprises, il faut être sûr de... Ça soit pas une perte. Bah exactement, oui. et c'est Oui, ça sert à rien. c'est très difficile, c'est au-delà du côté scientifique aussi, des fois l'antibiorésistance, parce qu'il y a beaucoup de facteurs géopolitiques et économiques, sociaux, plein de trucs. Et voilà, et puis après, essais cliniques, c'est vraiment très prometteur sur l'homme. Phase 1, phase 2, phase 3, qui prennent beaucoup d'années. Pas mal. Et voilà, et puis voilà, au bout de 15 ans, peut-être un nouvel antibiotique, Et non. qui peut-être au bout de 2-3 ans va avoir des Ça résistances. va plus marcher. Ah oui, Voilà. ok. Oh Est-ce putain, que c'est long. c'est pas un peu frustrant, entre guillemets, de découvrir la souche bactérienne ou les futures souches bactériennes, mais derrière, une thèse c'est 3 ans, 4 ans dans les meilleurs cas, mais de derrière pas avoir la finalité en fait. Toi tu vas isoler ces souches-là, à mon avis t'es très content d'avoir trouvé tes 10 souches, mais derrière tu n'auras pas la suite, ou tu vas la suivre mais comme spectateur en fait, Ouais. tu seras plus acteur de la démarche. Non, si vraiment j'ai une nouvelle molécule, je serais quand même content de au moins avoir essayé déjà, Oui. je me dis. Bien sûr. Et puis si ça va jusqu'au bout, c'est super. Après, Oui. voilà, c'est super dur. Mais puis non, j'aime bien. Après, j'aime bien mon sujet qui s'intéresse quand même à l'écologie microbienne, de comment cultiver des bactéries, etc. Donc ça, c'est un aspect que j'aime bien. Et puis voilà, de toute façon, il faut des gens dans chaque étape du développement, puisque c'est 15 ans et oui, en 3 ans, on peut pas forcément faire grand-chose. Et même tout seul, donc il faudrait qu'on soit vraiment beaucoup. Donc non, moi ça va. Je sais pas, sûrement des personnes qui sont attachées à leur nouvelle molécule voudraient forcément développer tout, mais je pense que ce n'est pas possible. C'est toi qui leur donne un nom ou c'est... Alors, les molécules, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense que ça se voit avec les industriels, elle est prometteuse. Par contre, les espèces bactériennes, oui, on peut leur donner un nom. Ok. Voilà, en latin. Donc ça, c'est vraiment typique. Et on ne peut plus donner de nom propre. Donc je pourrais pas l'appeler Fabianus, Perius ou je ne sais quoi. Mais on peut leur donner, par exemple, parce que si c'est une nouvelle espèce, on doit garder le genre bactérien. Donc par exemple, Escherichia. Ouais. Et si c'est une nouvelle espèce dans ce genre, eh bien, on l'appellera peut-être d'où elle provient. Donc si je l'ai trouvé, je sais pas, chez le cheval, peut-être Escherichia equi, par exemple. Ouais. Ok. Ou on peut donner la ville aussi, des fois. Quand J'en ai une, je compte l'appeler, j'ai un Flavobacterium, potentiellement nouvelle espèce. Donc si on le démontre, j'aimerais bien l'appeler Flavobacterium cadumum, qui est le nom latin de Caen. Ah ouais, stylé. Voilà. Ouais. Pourquoi pas. Et si on est un peu plus concret, je sais pas, tu fais quoi concrètement dans ton laboratoire au jour le jour comme manip Là, du coup, je suis en 3e année. Pendant ma première année de thèse, ça a été de faire beaucoup d'iChip. Donc récupérer de la terre, mettre mes cellules bactériennes dans mes iChip, les incuber. Okay. Et en fait, faire que des isolements, les séparer les unes des autres pour les purifier. Parce que si on veut travailler sur une bactérie d'intérêt, il faut la séparer des autres. Les cultiver donc sur les milieux de culture de labo. Et ensuite, en fait, c'est de juste faire des expériences pour voir est-ce qu'elles produisent potentiellement quelque chose d'antibactérien. Donc, contre des bactéries d'intérêt, pathogènes. Donc, par exemple, moi, j'ai Escherichia coli, le staphylocoque doré dans mes souches, on va dire, à cibler. Et dès que j'ai identifié une bactérie que j'ai cultivée du sol active contre ces bactéries, ça va être de déterminer comment je la fais produire dans certaines conditions. Donc, par exemple, je laisse la mettre dans un airline avec du milieu de culture, telle agitation, telle température, etc. Et ensuite, c'est d'extraire la molécule qui est responsable de l'activité observée, donc antibactérienne. Et là, en ce moment, du coup, je fais beaucoup de techniques, par exemple l'HPLC, qui est une technique pour purifier en fait la molécule. Okay. Et ensuite, c'est cette molécule, l'envoyer en identification pour savoir est-ce qu'elle est connue ou non. Et si elle n'est pas connue, ça va être derrière de faire des tests, etc. Donc là, en ce moment, je fais ça. Ok. Et on voit souvent passer le terme biotechnologie. Est-ce que iChip, etc., c'est ça, des biotechnologies ? Ouais, c'est un peu ça. C'est tout ce qui va être technique qu'on va vouloir développer dans le but de découvrir des potentielles molécules à application biotechnologique, donc pour application humaine, donc des traitements anticancéreux, antibiotiques ou d'autres applications. Il y a vraiment, vraiment beaucoup. Je ne saurais pas te... Alors moi, je suis très médicament, alors du coup, voilà, mais il y a, je sais pas, optimisation de la production d'une levure pour la bière, je ne sais pas, un truc comme ça. La modifier génétiquement pour qu'elle produise mieux, etc.
beaucoup en agriculture, en agroalimentaire par exemple. Ok. On va continuer en te posant un peu plus de questions sur toi et sur ton statut de thésard. On l'est tous autour de cette table et je pense qu'on a tous des raisons différentes. Mais question incontournable, pourquoi tu as choisi de faire une thèse? Des fois, je me le demande. non, je rigole. On se l'est tous demandé, je pense. Je pense que ça s'est fait progressivement à l'entrée de la fac. Tu sais, licence, master, doctorat. Je me suis dit, on va voir au fur et à mesure des années si ça se passe bien. La licence, ça se passe bien. Ah, bon, le master, ok. Allez, je continue en master. J'aime bien la microbiologie, master microbiologie. Et bon, ça s'est bien passé le master. Et après, c'est des opportunités. Et de toute façon, les stages de recherche, etc. en master m'ont bien plu. Donc je me suis dit, j'aime bien l'enseignement, j'aime bien la recherche. C'est vrai qu'enseignant-chercheur ne me déplairait pas. Et donc, pourquoi pas faire Ça tombe bien. On va faire le film bouche. Faire un peu de recherche déjà, même l'enseignement, etc. Et donc, ouais, c'est fait. Je pense que je ne me suis pas posé trop de questions. Ouais. Tu avais fait tes stages de master au sein du CBSA? Ouais, exactement. Ouais, ok. Ouais. Déjà avec tes encadrants Non, j'ai fait avec quelqu'un d'autre du laboratoire. D'accord. Qui malheureusement n'avait pas eu de financement à son tour pour une thèse. Mais j'avais une autre prof, qui maintenant est mon encadrante, même une collègue, qui du coup proposait ce sujet. Et je suis tombé très très amoureux de ce sujet directement. Et donc ça se fait comme ça. Ok. Donc en fait, c'est cette prof qui a proposé ce sujet, qui a eu le financement. Exactement. Et toi, tu as répondu à un appel d'offre de thèse ou c'était déjà ciblé pour toi ou je sais pas comment ça marche. Oui, si, c'était un petit peu... C'est vrai que généralement, c'est vrai que c'est bien de faire ces stages dans le labo et donc de connaître forcément les personnes, tes futurs encadrants. Et du coup, forcément, ils te connaissent et vont plutôt te favoriser toi, à part si vraiment tu fais n'importe quoi. Mais normalement, ça devrait aller. Ok. Et peut-être, on revient peut-être un peu en arrière, mais c'est quoi du coup tout ton parcours académique depuis le lycée? T'as fait quoi? Un bac S? Enfin, scientifique, non? Ouais, le bac S, c'est plus ça en plus maintenant. Non. Il n'y a plus de nom, j'ai l'impression. Donc ouais, j'ai fait un bac scientifique, voilà, spécialité SVT. Ok. Donc j'avais pas du tout microbio. Enfin, il n'y a pas de spécialité microbio. Moi, en STL, j'avais de la microbio. Ah oui. J'ai fait STL. Moi, peut-être. Après, j'étais pas forcément encore amoureux, on dirait, de la microbio. Moi, je savais absolument pas ce que c'était. J'avais fait bac S, spécialité maths au départ. Ça m'a un peu refroidi. J'ai été en SVT parce que j'adorais les SVT et les maths, mais voilà. Et j'ai fait mon choix et bac S. Et j'avais dans l'optique d'aller faire un DUT à l'époque, donc l'ancien avant le but. Ouais. Et génie biologique ici à Caen. Ouais. J'ai été en première position sur liste d'attente. Ok. Plutôt bien passé. J'aurais pu, je pense, peut-être forcer mon entrée. Mais en fait, depuis tout petit, un peu, j'ai toujours vu à l'université. Okay. Donc, mes parents étaient un peu en mode va à l'IUT, s'il te plaît. Je te vois pas à la fac. Bon, mauvais choix parce que du coup, la fac me convenait parfaitement. Et donc après ça, j'ai fait une licence du coup à Caen, licence sciences de la vie. Voilà, en L3 on peut choisir microbio. Ouais. Voilà, donc la microbio, j'étais très prof dépendant, donc les profs de microbio m'ont vraiment bien plu. Prof dépendant. J'ai entendu cette maladie. Je suis très quand un prof va rendre son truc intéressant, je pense que ça me... Tu développes une dépendance à la Et du coup, licence 3, parcours microbio. Okay. Et ensuite, je n'ai pas fait mon master microbiologie à Caen, je l'ai fait à Rouen. Ok. Pour des raisons personnelles. Ok. Et, mais du coup, ce qui était pratique, c'est qu'on avait quasiment la même maquette entre Caen et Rouen. Ouais. C'est donc bien changer un peu de ville, de toute façon. Voilà, exactement. Donc j'ai fait mon master là-bas. Par contre, j'ai fait mes stages à Caen de recherche M1, M2 à Caen, au laboratoire CBSA. Ok. Et puis voilà, après du coup ma thèse ici, retour à Caen. Ok. C'est pas qu'au Rouen m'a pas plu, hein. Enfin, peut-être un petit peu. On retiendra qu'il n'a pas été à Rouen pour la beauté de la ville. Moi, c'est tout ce qui est. Et je connaissais pas la microbiologie avant. Enfin, j'avais vu ça passer rapidement, mais je connaissais pas plus que ça. À part toi, ton domaine, tout ce qui est
antibiotiques, etc. Enfin, ce qui est propre à ton labo, il y a quoi comme autre je sais pas si axe de recherche. Axe de recherche, en microbiologie, tu as parlé tout à l'heure de bière. Ouais, alors par exemple au labo, nous surtout, on a 2 sites, on est à Caen et à Évreux. Nous à Caen, on est pas mal focus sur recherche d'anti-infectieux. À Évreux, ils font pas mal de communication entre les bactéries. Donc comment les bactéries communiquent entre elles dans le microbiote. Donc il y a des axes par exemple des chercheurs à Évreux qui travaillent sur le microbiote intestinal, d'autres sur le microbiote végétal, notamment au niveau des racines des plantes. Voilà. En dehors de notre labo, quand même, parce qu'il n'y a pas que nous. Alors en microbiologie, il y a vraiment beaucoup d'axes. Donc comme tu disais, tout ce qui est fermentation, par exemple alcoolique, il y a des gens qui vont essayer d'optimiser, des chercheurs qui vont essayer d'optimiser la production d'une molécule alcoolique, de process, etc., biotechnologiques. Des personnes vont faire de l'étude pas géologique, mais plutôt de comment les bactéries vont réguler les grands cycles, tout ce qui est carbone, azote, donc de l'environnement, etc. Donc c'est très environnement. La pollution, par exemple, comment dépolluer des environnements. L'étude du métabolisme de certaines bactéries, qui va être très fondamentale. Alors que moi, par exemple, mon sujet est très appliqué, puisque je vais essayer de trouver une molécule. Voilà, l'écologie aussi de la mer. C'est assez varié quand même. Voilà, avec les animaux, etc. Il y a vraiment beaucoup d'axes, puisqu'il y a des micro-organismes vraiment partout. Ok. Et toi, pardon. Et toi, le sens que tu donnes à ton sujet de recherche, c'est par passion pour ce sujet, pour devenir docteur ou pour contribuer à mettre ta pierre à l'édifice? Bon, ça va faire cliché, mais un peu des trois. Mais je pense qu'on est tous. Bonne réponse, Normand. Mais du coup, vraiment le sujet, j'aime vraiment beaucoup. En fait, je trouve que souvent, voilà, on passe que caché, on a les expériences qu'on va faire, on a des fois pas beaucoup de résultats, il faut répéter, c'est très dur en labo. Mais c'est cool quand vraiment le sujet, on l'aime, parce que ça va nous mener au bout, etc. Et puis bon, c'est vrai que le diplôme sera cool, parce qu'on pourra continuer dans ça normalement. Donc ouais, quand même un peu des trois. Ok. Et toujours sur la microbio, enfin c'est peut-être un peu la naïf, passion, mais après la serre, la microbiologie. Non mais c'est, c'est pas pour bâcher la microbio, mais j'avoue que quand Raphaël m'a parlé, c'est Raphaël du coup qui nous a parlé de toi et de l'idée de t'inviter, et quand il m'a dit je connais quelqu'un qui fait une recherche sur les nouveaux antibiotiques, dans ma tête j'ai direct eu le réveil de me dire on va avoir un doctorant en médecine. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Et du coup, je me demandais, c'est quoi le lien, les différences là, mais c'est vraiment complètement différent. On peut travailler ensemble. Alors, pas forcément moi, mais oui, par exemple, il y a un moment où les chercheurs qui vont chercher, par exemple, de nouveaux antibiotiques vont quand même s'aider et travailler avec des médecins, docteurs, hospitaliers. Ok. Nous, vraiment, on n'est pas du tout médecins, on ne va pas soigner les gens. Vraiment, moi, je sais cultiver des bactéries et c'est tout. Je sais un peu plus de trucs, s'il vous plaît. J'ai d'autres compétences. Mais non, les médecins n'ont pas du tout la... On a des formations, des compétences d'études. Enfin, on va étudier des trucs assez similaires, par exemple sur les bactéries et les micro-organismes. Mais eux vont voir d'autres choses que nous, on ne va pas voir et vice-versa. Et eux, du coup, à la fin, ils peuvent être aussi un peu chercheurs, mais ils sont surtout médecins et ils vont être beaucoup en hôpital, quoi. Nous, on n'est pas du tout en hôpital, on est en labo de recherche. Et après, voilà, on peut communiquer avec eux, par exemple, sur l'antibiorésistance. Vous avez quoi comme cas clinique de résistance actuellement Et eux, ils font pas mal d'épidémiologie, etc. Mais c'est différent. Voilà, à la fin, nous, je serai docteur en microbiologie, mais c'est pas du tout médecin. Non, vous avez juste une blouse. On a une blouse, avec notre nom. Mais mais t'es tout le temps en blouse. Enfin, bon, c'est pas vraiment ma question. C'est est-ce que tu es tout le temps plus en laboratoire ou devant ton PC analyser? C'est quoi la répartition du temps? Moi, ça va, je dirais 50-50, voire 60-40 manip, 60 et 40 PC. Ok. Mais ça dépend des phases.
Parce que là, en fait, je dis ça, mais je sors de 2-3 mois de rédaction d'un article, j'ai pas trop été à la paillasse, et là, je reprends... voilà, exactement. C'est le moment. Au début de la thèse, on fait beaucoup de PC pour la littérature et la bibliographie pour connaître son sujet. Après, bam, ça switch. On fait beaucoup d'expériences parce qu'il faut que ça avance. Et puis d'un coup, bam, on s'arrête parce qu'il faut analyser, faut rédiger, etc. Donc, mais globalement, 50-50, je dirais. Ok, et tu donnes des cours, tu as dit tout à l'heure enseignement Ouais, exactement. J'ai donné des cours en licence à l'université de Caen. Donc, microbiologie, base de microbiologie en TP, au L2 sciences de la vie, et tout ce qui est PCR en biologie moléculaire. Ok. Voilà. Okay. C'est tout pour. Et aussi à l'UT un petit peu à des génies chimiques qui font de la microbio, parce qu'ils en ont aussi besoin. D'accord. Voilà. C'est marrant. Ils font aussi de la microbiologie. Et du coup, la suite logique pour toi, c'est de soutenir et de tenter les concours pour être maître de conf ? Alors, ouais, selon les opportunités, évidemment. L'enseignement m'a vraiment beaucoup plu. Et la recherche aussi. Donc, pour l'instant, j'envisage de m'orienter sur enseignant-chercheur. Après, avoir les opportunités, etc. Donc, ça va être de soutenir dans à peu près 1 an, normalement, vu que je suis en début d'année de 3e année. Et après, souvent, après le doctorat, généralement, on fait des missions postdoctorales. Donc, ça va être de faire de nouvelles missions sur d'autres axes de recherche, peut-être, ou sur le même sujet, etc. Et puis après, d'avoir les compétences pour concourir au poste d'enseignant-chercheur. Après, je vais me faire pas la porte tout ce qui est privé, tout ce qui est... est-ce que je fais que de la recherche ? Que l'enseignement, il y a commencé à avoir quelques postes, mais c'est assez rare. Tout ce qui est Prague, par exemple, j'y pense. Mais j'aime bien les deux côtés, donc enseignant-chercheur, ça me plaît bien. Ok. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer une offre à Fabien. Recrutez-moi, c'est Et pour revenir aux études de microbio, les personnes qui étaient dans ton master, ils ont pu faire quoi par la suite, à part partir en recherche comme toi ? Alors, autre que la recherche, je sais que j'ai pas mal d'amis qui sont... Alors, j'ai une amie qui travaille chez une boîte un peu comme Sanofi. Alors, je veux pas te dire de... C'est les médicaments mais ouais, c'est un peu médicament. J'ai un ami qui travaille chez Sanofi, en fait, je suis en train de me rappeler. Qui est, vers Val-de-Reuil. Il y a le site à Val-de-Reuil de Sanofi. Parce que du coup, c'était mes amis de master de Rouen, donc en plus, c'est pas trop loin, donc c'était bien. Une autre, du coup, en entreprise aussi. D'autres qui font plus du tout ça et qui ont trouvé autre chose. Mais toujours un peu en lien avec la microbio. D'autres qui sont en thèse, oui, du coup. Et voilà. Puis d'autres, on les perd de vue. Mais ouais, ouais, je sais que par exemple, au niveau Canet, il y a pas mal de personnes qui ont fait microbio qui se retrouvent au Labéo. Ouais, à Saint-Comté. Alors, dis-moi si je me trompe, mais ils font de l'analyse d'échantillons environnementaux. Parce que pour moi, ils analysent l'eau. Des rivières. Je serais plus. Et je crois pas dire de bêtises, ils font pas mal de trucs sur le cheval aussi, sur les maladies équines. Exactement. Mais en plus, surtout dans la région, le milieu équin est très développé, donc. Et lucratif. Aussi. Et au sujet de toutes tes expériences, par exemple, quand tu vas prendre les préventaires ou remettre toutes tes petites molécules dans la terre, tu fais ça tout seul ou il y a des gens au laboratoire qui peuvent t'aider Alors au départ, j'étais vraiment tout seul parce que du coup, je suis le premier thésard de mon encadrante. Et en fait, du coup, l'axe de recherche vient de commencer à être développé au labo. Et donc non, au départ, je faisais tout seul. Et là, on a recruté une technicienne pour un peu aider aux manips mais un petit peu d'autres axes de recherche, mais quand même en lien avec mon sujet. Ok. Ouais, mais on est à faire les manipulations, on est 2 ou 3 quoi. De temps en temps, on peut aussi demander à d'autres techniciens. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à analyser ou à préparer, ça doit être hyper long. C'est pour ça que mon encadrante voulait faire la science participative. Comme faire participer le grand public. Bon, après, on aurait reçu toutes les terres et c'est nous qui allait les scoltines et tout, mais c'est le jeu. Hein. Mais vous pouvez exactement, vous pouvez retenter le concours. Oui, prix musée Schlimberger. C'est lui, c'est le prix musée Schlimberger Je ne sais même plus. Il me semble que si. Mais oui, sûrement qu'on va retenter, où il y aura d'autres opportunités, je pense. C'est ça ou le concours tête chercheuse. Je sais plus. C'est un des deux. C'est parce que les deux se tiennent en parallèle. C'est un des deux. Voilà.
On va marquer une petite parenthèse avec notre célèbre jeu déjouer les clichés de la recherche. Donc, Fabien, je vais te faire piocher un cliché parmi tous mes petits papiers et tu vas devoir répondre, enfin la lire et dire ce que toi tu en penses. Donc, vous mélangez parce que tout le monde tombe toujours sur les mêmes. Il y a énormément de cheveux clichés. blancs. C'est toujours ça, ou est-ce que vous sortez un peu? Voilà. Ça fait un peu motus. Ouais, Ouais. la boule noire. La boule noire. Oh. Hop, hop, hop. Alors, les doctorants sont des étudiants. Cliché ou pas? Réalité, Cliché, un peu des deux. on a une carte étudiant. On a une carte étudiante, on a les avantages des étudiants. Mais on donne cours Mais- aux étudiants. Voilà, on passe de l'autre côté, c'est la transition, on passe de l'autre côté. Donc ouais, on est étudiant, mais peut-être des fois un peu trop reconnu étudiant. Mhm. C'est que non, en fait, on a un métier. Là, on a vraiment un métier, quoi. On est toujours en formation. On se forme à la recherche, mais par la recherche. Donc en fait, on apprend sur un peu le tas. Et on a un salaire et en fait, on est quand même salarié. On est un peu la double casquette. Donc Oui. on est étudiant. Ça va peut-être quand ça nous arrange pour la carte. Pour Et les les Pour le réductions. tarif aux rues. Voilà. Sinon- Au cinéma et tout. Mais Mais c'est- Non, mais t'as raison, ouais. Puis c'est souvent des trucs que les cercles familiaux proches Ouais. ont tendance à nous dire qu'on reste des étudiants. Alors que non. non, on a un travail. J'ai un salaire, maman. C'est bon. Mais même, ça. Je travaille. Enfin, moi perso, je suis en train de terminer ma thèse, donc je cherche un emploi, s'il vous plaît. je dois manger tous les jours. Mais quand on dit à un employeur qu'on a un doctorat, souvent, lui pense que en fait, j'ai juste refait 3 ans sur les bancs de la fac et c'est tout. Et en fait, non, c'est un peu plus complexe que ça, quoi. Ouais, c'est même l'inverse, quoi. C'est vraiment. Bah, c'est On un- a quelques formations, mais voilà, c'est plus du tout des cours en amphi ou en classe. Ah, et puis Non, le- c'est nous qui les donnons. Ah, carrément. Et le volume horaire de formation est anecdotique par Oui. rapport à ce que Voilà. tu fais en labo ou Exactement. en enseignement. On va poursuivre avec quelques questions. Moi, je me demandais si tu n'avais pas fait de thèse ou même si de manière générale, tu n'étais pas parti en microbio, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme boulot dans la vie? Alors, je me souviens quand j'étais tout petit, premier métier qui est sorti, c'est bûcheron. Bah, Il en faut. mais oui, il en faut. Après, je voulais faire cuistot. Et puis, je sais plus après par quoi. Mais après, du coup, collège, lycée, je savais pas trop. Hein. Je pense que la plupart des collégiens lycéens, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Mhm. Et on attend de finir le truc pour après voir. Non, sinon, j'aimais beaucoup les maths, mais aussi la bio. Donc, je me suis dit, je vais Ouais. sûrement faire un des deux Mhm. trucs. Mhm. Et après, microbio, ça m'avait aussi attiré parce que potentiellement, il y a beaucoup de privés, d'industriels. Et du coup, je me dis, potentiellement, je peux sortir après le master si je ne peux pas aller en thèse. Peut-être me faire recruter par des industries. Et sinon, j'aurais peut-être fait, alors quand même de la bio, mais neurosciences. Ça m'aurait Ok. bien plu. ok. Mais neurosciences, bon, généralement, on va jusqu'au Jusqu'à la jusqu'au thèse, doctorat quand même. ouais, Ah Même ouais. si sûrement qu'on peut sortir et que peut-être que j'ai pas du tout les notions, mais voilà, j'aurais bien fait ça. Et tu aurais des conseils à donner si je sais pas, si un de nos auditeurs très nombreux nous écoute et par exemple est en licence ou en master microbio et qui s'intéresse à la recherche? Eh bien, c'est de continuer à bien travailler, déjà. Et puis, ouais, quand il y a les offres de stage, par exemple en master, de vite postuler, etc. Parce que comme ça, on est rentré, on se fait connaître c'est se développer un peu un réseau. Et puis comme ça, les gens te connaissent et puis souvent ça va un peu tout seul. Et en licence, voilà, c'est de bien travailler, c'est un peu long, mais faut s'accrocher et tout ira bien si on est un peu sérieux quand même. Believe in your dreams, comme disait Britney. Don't let your dream be dream. Yeah. Comme disait Chia Leboeuf. C'est nul. Et la thèse, est-ce qu'elle t'a fait découvrir des choses sur toi-même? C'est trop bizarre comme question, je sais. J'arrive jamais à la formuler, mais je sais pas, Non, est-ce que mais t'as j'ai appris des choses que t'es plus... Bon, débrouille-toi avec cette question. Ouais, elle nous met un peu face à la réalité de qui on est quand même, parce que des fois,
je me dis waouh, j'ai vite un coup sur le moral parce que j'ai pas de résultat. Ouais. Je pense que c'est tout le monde. Puis en fait, au bout d'un moment, on se Tu te reprends un peu. on se reprend. Et là, c'est là qu'on se dit bon, allez. C'est et puis bon. on se dit bon, on est quand même courageux de faire un doctorat. Voilà. C'est pas si simple, hein, mais c'est super bien quand même. On rigole bien quand même. Oui. Découvrir. Non, sinon. Non, je pense que je me connais très bien et. ça Non, m'a mais pas t'aurais pu forcément- apprendre que tiens, je suis vachement en fait. Mais moi, je sais même pas en fait. Bah, autre que professionnel, ouais. Toi, Non, par mais exemple, j'aime patient, bien- tu sais. Finalement, je me rends compte qu'à donner cours, je suis hyper patient comme personne. Je sais pas. Ouais. Bah, du coup, c'est plutôt. J'ai appris à devenir patient grâce au doctorat, au fur et à mesure du doctorat. peut-être. Ouais. Au départ, on a beaucoup d'attentes. J'étais pas patient et je voulais découvrir une nouvelle molécule. Tu fais des te rends- résultats directs. ouais. Et tu vois que non, ça va mettre beaucoup de temps. Bah oui, ouais. Et après, bah, tu commences à t'habituer. C'est vraiment une leçon. De vie, De en vie. fait. Pareil, au début, Mathilde, l'interview, c'était pas son truc, mais maintenant, plus ça va, plus elle arrive à formuler ses questions. Ouais, non, il y a le mot de la fin arrive quand même. Et mais ouais, on parle un peu de pression et tout. Et comment tu fais un peu pour gérer la pression en thèse? T'as dit au début que tu faisais du sport. Ça fait partie de tes moments de Relâche. Ouais. relax. Ouais, carrément. Il faut pas se. Parce qu'on a tendance à vite, je pense, même dès le début, bah, la thèse va prendre toute ta vie. Il faut, je pense, mettre un petit frein quand même pour voilà, il faut se libérer la tête. Et donc moi, c'était vraiment aller faire du sport parce que là, on pense plus à rien, on se défoule. Ça fait de la bonne fatigue physique. Comme ça, on dort bien et on a la tête fraîche pour être motivé pour aller au labo le lendemain. Oui. Ouais, Et voilà. et des fois, faire ce genre d'activité, ça te permet de changer ton point de vue aussi vis-à-vis de ta recherche et d'avoir peut-être des solutions sur des points de blocage ou des choses. Carrément, comme ça. ouais. Parce que des fois, on est tellement obstiné à vouloir trouver une solution, on n'arrive pas. Mieux vaut aller dormir, mieux vaut aller courir, mieux vaut se changer les L'idée, idées. ouais. Et puis d'un coup, paf, Mm. on a l'idée qui arrive direct. Et puis c'était la bonne solution. Donc ouais, faut prendre des moments avec ses amis, sa famille et profiter de ses hobbies pour se détendre. C'est bien vrai ça. Bon, Fabien, cette interview va toucher à sa fin, mais bon, la thèse, comme on vient de le dire, c'est pas que des choses très sérieuses. Preuve en est aujourd'hui, preuve en est dans tous nos épisodes. Alors, aurais-tu une petite anecdote ou une histoire drôle qui serait arrivée pendant la thèse à nous exprimer, à nous présenter? Je sais pas pourquoi, alors c'est nul. C'est la première Non, chose mais- qui me vient. C'est genre un C'est truc nul. nul. Vraiment, je suis désolé pour ça, mais en gros, nous, en microbio, on coule beaucoup de gélose Ouais. dans des boîtes de pétri. Mm. Bah, ça m'est arrivé de ne pas ouvrir les boîtes et de couler ma gélose sur les pyramides. C'est nul, mais comme ça, si, nous, on est un peu des rigolos au labo, mais Rien quand ça commence comme ça. bon, peut-être que des fois, il est 18h, c'est la fin, on reste au labo. Bon, on se met à faire des casques de Daft Punk en carton, ou on a fait un clip pour une doctorante qui aimait bien un artiste et on l'a un peu parodié et on lui a fait un truc C'est en trop cadeau de drôle. thèse, donc ça c'était bien drôle. Vous êtes beaucoup en fait de doctorants dans ton labo? Là ça va, en fait on n'est pas un gros, là à Caen on est une 20-25 dans le labo, mais on est quand même 7 doctorants. Là. Ok. Actuellement, on est Ouais, vraiment- ouais. Ouais, Ah c'est ouais, plutôt bah, une belle part. C'est comme d'habitude nous, c'est en un fait. peu moins, mais là on est beaucoup là. Ouais. Non, Ça fait en ce tout, moment. hein, une bonne ambiance entre nous et tout, on rigole bien. ouais. C'est très très important. Et est-ce que tu as des petites recommandations à nous faire? Par exemple, une musique, un film, un livre qui te fait sortir ou un restaurant? On est très preneurs d'idées de On aime bien restaurants. manger. nous. Ou un plat de crous que tu adores. Alors, moi j'adore les pâtes. Ok. Voilà, je suis un partisan des pâtes, je suis désolé, mais T'es team pâte, t'es ah ouais, pas je suis team team riz. pâtes. Il me faut des glucides là pour bien réfléchir. Je suis très jappe à volonté aussi. Ah, J'aime bien me déglinguer le bide. C'est très important. Et c'était quoi? Musique ou film? ouais. Ouais, Bah, un truc que tu as vu Là, récemment. en ce moment, j'ai rejoint un groupe de musique, d'où on revient au hobby. Et du coup, on fait du Red Hot, Chili Peppers. Ok. Ah, Voilà. stylé. Ok, Donc, ok. à fond sur les Red Hot. Tu là. pourrais nous chanter un moment? Bon, Je si vous voulez, rigole. mais peut-être pas là.
Ouais, tu joues d'un instrument, je chante. Ok, Ah bah oui, stylé. Voilà, ça sera notre nouvelle introduction. Je fais la petite pub pour le groupe. Voilà, n'hésite On pas. mettra notre Insta en description. Bien sûr. Aucun souci. Ok, bon bah merci beaucoup, c'était trop chouette. Merci à vous. J'espère que tout le monde a compris un peu mieux toutes ces histoires d'antibiorésistance. Bah, vous avez vu, j'ai réussi à le dire. Du premier coup. Pas bête, hein. Bon bah merci beaucoup Fabien et puis bon courage pour la fin de ta thèse. Et les Merci beaucoup. antibiotiques, C'est pas automatique. Très important. L'épisode touche maintenant à sa fin. Nous remercions bien sûr notre invité du jour d'avoir pris la peine d'être venu nous conter ces diverses histoires. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur ce podcast. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos propositions de questions pour l'épisode prochain à l'aide du mail présent dans la description. Nous en profitons pour remercier l'Université de Caen et le CEMU de nous avoir aidés à l'enregistrement de ce podcast. Et en attendant, on se dit à bientôt.